Donc bonsoir à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe d'Hachette Technique, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire de l'année 2021-2022. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce soir pour une nouvelle session de formation consacrée à Python avec notre partenaire Evolukid. Depuis plus d'un an et l'instauration de ces webinaires, nous avons toujours eu le même objectif, l'objectif de vous accompagner, que cela soit au travers de ces sessions de formation en ligne animées par Evolukid ou à l'intérieur de nos cahiers d'algo destinés aux élèves de Bac Pro et de série technologie. Je suis certain que cette nouvelle session de formation va vous permettre d'approfondir vos connaissances. Et je vais maintenant laisser la parole à Rabat pour entrer dans le vif du sujet. Voilà. À toi, Rabat. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Allô? Super, très bien. Je peux prendre la main du coup? Tu peux, il n'y a pas de problème. Ok, super, très bien. Bonsoir à tous. Donc je suis Rabat, l'animateur de ce webinaire de ce soir. Vous voyez mon partage d'écran, on est sur le webinaire numéro 2, donc du 15 décembre 2021. Je vais vous présenter le programme de ce soir à travers une belle page qu'on vous a préparée chez Hachette, qui est juste là. Je vais vous la montrer. Donc, je vais vous parler du programme pour vous situer un petit peu ce webinaire sur le programme de l'année. Alors, il y a peut-être des personnes qui étaient présentes l'année dernière. Avant de prendre la parole sur le programme, je prépare ma deuxième page. Voilà. Donc, il y a peut-être des personnes qui étaient présentes l'année dernière, mais l'année dernière, on a déjà déroulé une série de webinaires. Et on a une page qui centralise tout. C'est la même page, l'URL n'a pas changé, formation Python Evolukid Hachette. Et cette URL ici, on va vous la mettre sur le chat. Elle vous permet de suivre tout le programme de l'année dernière. Et on avait doublé les webinaires. On avait fait 3 webinaires théoriques avec, ici, vous allez retrouver les vidéos. Vous allez pouvoir télécharger tout le code et les présentations PPT que j'ai faites. Et vous allez avoir accès à des QCM. Donc, webinaire 1 de renforcement, le 2 et le 3, à chaque fois avec les ressources. Ce qui va changer cette année, c'est qu'on va être beaucoup plus dans la pratique et on va vous faire découvrir de la mise en application à travers, en fait, des exercices qu'on a conçus. Et donc, ça va vous permettre de dépasser encore plus la théorie. L'année dernière, c'était aussi de la pratique, mais c'est de la pratique sur du code. Et même si c'était riche l'année dernière, hein, souvenez-vous, rapidement, je vous montre quelques contenus de l'année dernière, par exemple, voilà, sur 2020-2021. On avait codé, hein, on avait codé pas mal, hein, on avait fait pas mal de fichiers là, sur le 2. Je suis aussi sur le 3. Il y avait vraiment pas mal de code. Et cette année, en fait, on va vraiment s'intéresser à des exos et à des exos voilà, qui sont contextualisés, qui sont en rapport aussi avec le programme. Donc ça va être génial. On va pratiquer et on va apprendre en pratiquant. Voilà. Donc on a des contenus. Donc voilà. Donc du coup, des webinaires, c'est déjà un type de contenu. Comme vous allez aussi avoir accès à toutes les capsules qu'on va corriger ensemble. Vous aurez la correction capsule par capsule et on vous donnera aussi le lien pour y accéder. Tout est dans une plateforme ou une espèce de formation complètement gratuite, accessible à tous et à toutes à laquelle vous pourrez accéder. Et donc, voilà le programme qu'on vous propose. Alors, comme vous l'avez vu dans ma présentation, deuxième chose, voilà, c'est celle-ci. Eh bien, on est quand même le 15 décembre et c'est le webinaire 2 sur 4. Ce n'est pas le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déjà fait un webinaire, d'accord? Et ce webinaire-là, le premier, eh bien, c'était la mise en place des outils. C'était la mise en place des outils que je vais vous retrouver ici, voilà. Donc là, vous avez le programme 2020-2021, mais là, si vous arrivez sur cette page, vous allez voir que
on a le 13 octobre 2021 et vous avez le QCM et vous avez ici comment installer ici Python, première chose, comment aussi installer EduPython et la différence entre le terminal Windows, le terminal Python, EduPython, les outils de développement pour déjà mettre de l'ordre. Donc, si vous n'avez pas assisté à ce webinaire, je vous renvoie à cette page et à ce premier webinaire. Et là, en fait, on ne va pas s'intéresser aux outils, on va utiliser directement EduPython et on va développer. Et vous aurez aussi une introduction au langage, savoir c'est quoi Python, c'est quoi un langage compilé, c'est quoi un langage, un typage dynamique, tout ça. On l'a vu dans le premier webinaire et on l'a vu aussi l'année dernière. Donc vraiment, ce lien-là est riche et puis vous aurez pas mal, voilà, pas mal de trucs à récupérer là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Ce lien-là, je le mets dans le chat. Et donc, c'est parti. Alors, voilà le programme qu'on va voir ici. Donc là, vous voyez, on est webinaire en octobre qu'on a fait. Ici, on est dans le webinaire numéro 2 et il y a un webinaire 3 et 4 qui vont être la suite. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fait, ici, voilà, je vais vous retrouver le lien qui est juste là. Bim. Hop, hop. Donc là, on est sur la page Hachette. On va s'intéresser donc à du contenu qui a été créé pour le lycée en accord avec les bulletins officiels et le programme Python. Et on va voir ici donc webinaire 1, vous voyez, et webinaire ici 2. Ici dans le 2, on va faire donc 45 minutes de défis thématiques et des résolutions d'exercices dans la partie 1 et la partie 2 des cahiers. Donc, par rapport à la partie 1, on va faire la partie ABC, bon, vous allez voir à quoi ça correspond, et on va justement traiter les bases du langage. Et donc, ces bases-là, elles sont où? Elles sont là. Elles sont juste là. Alors, c'est parti, hop, hop, hop. Alors, les dictionnaires, ça c'est le webinaire 2. Ici, voilà, webinaire 1. Voilà. Donc, du coup, on va ici utiliser Python pour faire des calculs, donc la base. Ensuite, on va utiliser Python pour manipuler des variables. On va utiliser variables, les nombres et les chaînes de caractères. On va faire un peu de liste. Et jusque-là, ce soir, on aura déjà fait un bon programme. Et donc, vous comprenez la suite des webinaires 2 et 3. On va continuer sur les modules, etc. Et ensuite, sans vous teaser le 2 rapidement, on continue avec les structures de contrôle, on continue avec les for, les while, les dictionnaires, les fonctions, les modules, la fonction main, etc. Et le webinaire 3, on fera de plus en plus de Python et on fera de l'application. Allez, c'est terminé pour les intros, mais c'est bien de vous donner une vue globale et on est parti. Alors, nous voici ici sur cette partie 1. Alors, encore une fois, la partie 1, c'est une partie qui a un certain nombre de défis, il y en a beaucoup, et je vais vous donner le lien pour accéder à tous les défis corrigés. Alors, donc c'est parti. On va découvrir la manipulation de Python à travers des cas pratiques. On est parti ici et on va mettre notre environnement à gauche et à droite. Je vais utiliser du Python, mais en fait, ça ne va pas être vraiment nécessaire. Je vais vous le mettre en perspective par rapport aussi je vais mettre en perspective du Python par rapport à la console. Et on fera des rappels sur le premier webinaire. Donc là, je vais faire fichier, nouveau fichier, ici. Je vais prendre ici un module et j'arrive sur une page. OK. Très bien. Donc on va commencer les calculs. On va commencer à utiliser du Python. Et on est lancé. Hop. Alors, pour calculer le prix d'une commande, donc défi 1, le A de la partie 1, on est dans le début. L'élève, il prend connaissance un petit peu de Python par le jeu. L'élève aussi le prof ou quelqu'un qui veut se former. On est dans la prise de contact avec le langage, donc on est vraiment dans les manipulations de base,
Donc, au début, normalement, ça va être très simple. L'idée, c'est de faire des petites mises au point au niveau de la syntaxe, de faire des mises au point au niveau de l'utilisation. Comment, c'est quoi une virgule, c'est quoi le fois, on va dire, c'est comme dans la calculatrice, des petites erreurs à faire. Alors, est-ce que vous m'entendez bien sur le chat? Je vois une petite réponse de Elisabeth. Bonsoir. Est-ce que sans avoir suivi les webinaires 2020 et 2021, il est possible de suivre les 4 programmes? Très bonne question. Et la réponse est oui. Effectivement, c'est décorrélé, mais c'est un plus. Vous avez beaucoup de théories sur l'année dernière. Pour EduPython, oui, Mac, vous pouvez, en fait, il faut aller sur le site de Tux Family et le site de l'Académie d'Amiens, vous verrez toutes les possibilités d'installation. Alors, du coup, pour calculer le prix d'une commande de 5 jeux à 11,99 € l'unité, tu décides d'utiliser Python. Dans l'espace de programmation d'Evoluliquid, essaye de calculer 5 fois 11,99. Le résultat s'affiche-t-il? Sinon, à ton avis, pourquoi? Donc là, c'est une première question. Donc ici, on va faire un simple calcul. Je vais écrire 5 et je vais faire fois et je vais écrire 11,99. OK? Donc là, du coup, je vais lancer. Et ici, j'ai rien qui s'est passé. D'accord. Donc là, j'ai utilisé la virgule. Je ne suis pas censé savoir qu'une virgule, ça ne s'écrit pas une virgule en Python. Et en plus, j'utilisais du Python. Lorsque je lance le run, ce qui va s'afficher en bas dans la console ne s'affichera que si j'ai fait un print. Donc ça, je ne suis pas censé le savoir. Contrairement à la console, ici, si je tape du coup la console, regardez la différence. Quand je suis sur la console, ici, je vais zoomer. Quand j'écris ici 5 fois 4, j'ai le résultat. Je n'ai pas besoin de faire un print. Donc ça, c'est des petites choses à savoir. Donc ici, si je fais 5 fois 4, voilà. Ici, on n'a pas d'affichage. Par contre, si je fais ici print, voilà, 5 fois 4, hop là, ici, j'ai bien le 20. Donc là, c'est déjà la différence entre l'invite de commande ou le terminal Python et du Python. Et de manière générale, un IDE. Donc je reprends mon exemple, je vais faire 5,99 et je vais du coup lancer ça. Et là, j'ai 55 et 99. Je m'attendais à un chiffre, c'est un peu bizarre. En fait, 11,99, on a créé en fait deux valeurs. On a créé une liste. Alors, c'est pas tout à fait une liste, c'est plutôt ce qu'on appelle un tuple. Et là, on a fait 5, en fait, on a fait 5 fois 11, ce qui fait 55, et virgule 99. Donc, on a affiché ça et ça. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, nous. Donc, du coup, on apprend avec cette petite manip, on découvre finalement que le fois, c'est tout simplement un... On commence doucement, hein. C'est un point. D'accord. Donc là, du coup, on arrive à, ici, 59,95. Ce qui n'a rien à voir avec ces deux valeurs, avec l'espace qu'il y a ici. OK. Alors, j'ai demandé si vous m'entendez. Je n'ai pas eu de réponse sur le chat. Vous m'entendez bien? Tout est OK? Juste des petits oui. Ah, OK, super. Merci David, merci Catherine, merci Christa. Super, merci pour votre réactivité. On continue. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la synchro. Donc, du coup, voilà, première question. Donc, maintenant, tu remplaces un des jeux, un des 5 jeux par un manga à 8 €. Combien vas-tu payer? Calcul avec Python. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, combien vas-tu payer? On remplace 5 jeux on remplace un des 5 jeux. Combien vas-tu payer? Donc là, on va écrire 4 fois 11, du coup, point 99 plus. Vous allez voir que finalement, bah là, il faut qu'on mette le print. D'ailleurs, il faut que je zoome, là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Sinon on ne peut pas trop lire. Et là, j'arrive à 55,96. On est bon, c'est bon, donc le print passe bien. Le site internet propose de payer en 4 fois sans frais
à combien va s'élever le montant de chaque mensualité. Bon, donc là, je vais faire diviser par 4. Donc vous le savez, les parenthèses, c'est important. Donc il faut que j'arrive ici, que je place mes parenthèses. Donc là, j'arrive à un calcul un peu plus complexe et je vais pouvoir faire mon calcul. 13,99 €. Donc on est bon. Donc on a répondu à la première question, la deuxième question, la troisième question. Ensuite, tu commandes maintenant un roman à 8 € ici et 11 mangas à 5 €. Quant à ta sœur, elle commande 5 fois le même article, donc un roman à 8 € et un manga à 11 €. Combien? Calcule ce que va payer chacun. Donc alors du coup, on a 8 € et 11 €, 11 mangas à 5 €. Donc là, ça ressemble ici à quelque chose plutôt à ça. Et vous allez voir par la suite que je vais avoir envie de faire une phrase. Je vais écrire, si le garçon s'appelle Ryan et la fille s'appelle Laetitia, je vais écrire Ryan va payer. Et là, je vais avoir envie d'afficher le résultat dans la phrase. Ça s'appelle du formatage. Donc, on va venir à ça à la suite des exercices, vous vous en doutez. Donc là, je fais 8 plus 11 fois 5. OK? Donc, c'est ce que va payer ici Ryan, puisqu'on a décidé de l'appeler Ryan. OK? Et je vais faire un print ici, tout de suite, un print de, du coup, quant à ta sœur, elle commande 5 fois les mêmes articles. Donc, un roman à 8 € et un manga à 11 €. Donc, ça ressemble plutôt à 11, 8 plus 11, le tout fois 5. Donc là, on est plutôt dans les mathématiques, priorité des calculs, bien comprendre la consigne, etc. Mais ça se traduit quand même comme ça. Et elle, donc du coup, elle va payer, on doit avoir 63,95. Voilà. Donc là, c'est juste une histoire de parenthèses dans les parenthèses. Donc on est good, pas de souci. Très bien. Alors, calcul 8 plus 11, le tout multiplié par 5 et le tout divisé par 4. Donc on est sur cette question-là. Donc on va, je vous le zoome un petit peu ici. Donc la dernière question. Et on est sur, voilà, calcul 8 plus 11, le tout. Donc 8 plus 11, le tout multiplié par 5 et le tout divisé par 4. Donc si vous vous souvenez, on veut calculer en fait la mensualité de la fille parce que du coup on a divisé par 4 mensualités. Donc là du coup ça va être le tout multiplié par 5, le tout, donc le tout, le deuxième tout il est là. Donc je refais parenthèse. Ah non pardon, il y en avait une. Donc là je fais parenthèse avec le tout. Donc là, je divise par 4 et je ferme ma parenthèse. Et là j'ai 23,75. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce premier exercice? Il nous apprend qu'on sait faire des calculs et vous allez voir tout de suite qu'on est en manque de stockage. On n'a pas stocké de ça dans les variables. Donc, c'est un petit peu gênant. Donc, ici, vous avez un petit mémo. Le mémo, il dit quoi? Il va dire... donc les décimales s'écrivent avec un point à la place de la virgule. Les parenthèses servent à contrôler l'ordre des opérations. On le savait, c'est en mathématiques. On peut imbriquer les parenthèses et avec Python, on peut faire des multiplications, des additions, des soustractions, des divisions. Jusque-là, pas de souci. Et puis, donc les symboles plus, moins, fois, divisé, il n'y a pas de problème. Vous allez voir quand même que ça a l'air simple, bien sûr, mais comment on va faire un modulo? Il y aura un opérateur pour ça. Ça va être le pourcentage. Comment on va faire la recherche d'un quotient? Eh bien, on va utiliser aussi un signe particulier. Allez, c'est parti, on continue. Et là, vous voyez tout de suite que, eh bien, on veut aller un petit peu plus loin. Donc, alors, en programmation, une variable décrit un endroit où ranger des informations telles que des nombres, des textes, des listes de nombres et de lettres, etc. Exemple, pour créer une variable nommée nombre, eh bien, on va taper vraiment le nom de la variable et puis on va utiliser le signe égal pour affecter la valeur sur la variable. Ok, donc très bien. Donc on va essayer de le faire. Donc là, en fait, finalement, on va même donner des noms. On va donner des noms à nos variables parce que depuis tout à l'heure, je dis il achète un manga, il achète un livre, etc. Donc je vais donner des noms de variables qui sont significatives. C'est ce qu'on va faire ici dans le défi 3 ici, en fait. Alors, avant de vous amener à ça, on va faire une application directe du cours, tout simplement. Allez, on va appeler ici, écrit le programme ci-dessous, donc nombre
nombre est égal à 200, à 200, ok. Et là, je fais print nombre. Et là, on va voir, donc tout ça, je vais ici le désactiver, donc je sélectionne tout, je vais dans ici code source et je mets tout ça en commentaire. Voilà. Pour comme ça, je sois sûr de ne pas être pollué par le reste et d'avoir tout ça. Donc là, je vais ici avoir 200, et vous voyez que 200 a bien été stocké dans la variable nombre, et j'ai fait print nombre, j'ai pas fait print 200, alors que tout à l'heure, j'avais fait print avec un chiffre, et ça avait affiché le chiffre. Donc, on a bien ici notre variable. Alors maintenant, ici, j'observe maintenant le programme ci-dessous. Que se passe-t-il si on donne un nombre la valeur 300? Donc là, vous voyez, variable reçoit 200, on est d'accord? Jusque-là, ce que je vais faire, c'est que nombre 2 est égal à 200, ok? Et je vais faire nombre est égal à 300, par exemple. Et là, je vais afficher toujours nombre, et je vais afficher ici nombre 2. À votre avis, je vais avoir quoi? À votre avis, je vais avoir quoi? Si tant est que vous voulez me donner la réponse sur le chat, ça peut être intéressant. Est-ce que je vais avoir 300, 200, 200, 300? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Allez, j'exécute. Et je vais avoir effectivement 300 ici et 200. Pourquoi? Parce que du coup, nombre vaut 200. Attendez, j'ai fait nombre 2 est égal à 200, donc c'est normal. Je vais faire nombre 2 est égal à nombre. On va voir ce qui se passe. Donc si si là j'ai 200, ce qui est tout à fait normal, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc ici, voilà, le résultat est le même de toute façon. Donc regardez, nombre a reçu 200. Et ici, nombre, ici, est à gauche. Ce que je vais dire, ce que vous voyez à l'écran, ça a l'air simple. Mais pour un informaticien, il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'on est à gauche de l'opérateur égal et à droite de l'opérateur égal. En mathématiques, on a une équivalence de ce qu'on appelle des membres. Le membre de gauche, le membre de droite, une égalité. Alors déjà, en informatique, le égal, ce n'est pas une égalité, c'est une affectation. Le égal, c'est égal, égal. Donc c'est égal, égal. Ici, lorsque j'écris égal, égal, ça correspond au égal en mathématiques. Lorsque j'écris égal tout court, on appelle ça une affectation. Donc ça, c'est la première chose à savoir. C'est la première chose qui est entre guillemets troublante lorsqu'on commence ces premiers pas. Je parle bien des premiers pas dans l'informatique. Donc on est sur l'affectation. Donc du coup, on ne parle pas de membre de gauche et de membre de droite. On parle de L value, de valeur de gauche, et de right value. En fait, ce qu'il y a à droite d'une affectation, c'est toujours une valeur. Et ce qu'il y a à gauche, c'est toujours un conteneur. Donc là, on a le verre et là, on a l'eau. Donc on va mettre de l'eau dans notre verre. On a la variable et on a la valeur. On va affecter 200 à la variable nombre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la ligne d'après, nombre, ce n'est pas la variable nombre, c'est la valeur de la variable nombre. Donc ici, c'est 200. Donc du coup, dans nombre 2, qui est lui, cette fois-ci, un conteneur, je vais reverser dedans 200, et non pas 200 qui est en fait la valeur de la variable nombre. Et dans la ligne d'après, nombre reprend son rôle de conteneur, et cette fois-ci, je lui affecte la variable 300. Et donc, nombre, à ce moment-là, a changé de valeur. Et c'est pour ça que quand on l'affiche en premier, il vaut 300 parce qu'il a changé. Mais entre-temps, je l'ai en fait ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mémorisation de sa valeur et je l'ai stocké dans une autre variable, dans un autre conteneur. Et j'ai bien mon ancienne valeur. Donc ça vaut le coup, quand on crée un jeu et qu'on a l'ancienne valeur et qu'on veut la mettre à jour, peut-être que l'ancienne valeur, on veut la mémoriser, vous voyez. Et à ce moment-là, on a l'ancienne valeur qu'on a mis dans une autre variable, et après, on a mis ici la nouvelle valeur, le nouveau nombre de points. On a gagné 100 points entre-temps, on l'a mis dans ça. Voilà. Donc ça, c'est simple, hein. On a simplement fait des affectations, on a fait des prints, mais il faut comprendre la logique qu'il y a derrière avec ce qu'est un conteneur, une affectation et une valeur. Voilà, voilà, voilà. On continue. On a déjà fait 2 défis, donc c'est cool, c'est génial. Et là, on en profite justement pour dire un petit mot. On va se lire ensemble le conseil de pro.
qu'en dites-vous? Donc ici, le conseil de pro. Alors en même temps, je vais regarder sur le chat s'il y avait des personnes qui m'avaient proposé des qui m'avaient proposé des variables, des réponses. N'hésitez pas quand je pose des questions, utilisez le chat hein, et puis donnez-moi votre avis. Alors là, le conseil de pro, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut utiliser une variable pour stocker des valeurs, mais tant qu'à faire, utilisons des variables qui soient pertinentes, qui nous évoquent le problème. Donc, au lieu d'utiliser nombre, on peut utiliser nombre de livres avec des underscores. Et cette fois-ci, on va écrire les choses en bonne et due forme. Allez, on continue ici vers ici le nombre, le défi 3. On va se lire le mémo rapidement. Je les survole, les mémos. Hein. Donc, du coup, le nombre de variables peut contenir des lettres, des chiffres et le caractère souligné. On appelle ça l'underscore. Mais on ne peut pas utiliser le tiret du 6. Je ne peux pas faire nombre tiret 4. Pourquoi? Parce qu'il va croire que c'est le moins, tout simplement. Donc là, il va alors, c'est normal, en fait. Il n'y a pas marqué nombre tiret 4, il y a marqué nombre moins 4. C'est pour ça qu'il va donner 296. Donc là, imaginez que ici, je mette nombre tiret 4. Il va me dire, ah, mais c'est quoi ça? Parce que là, ici, j'utilise ça comme une valeur. Là, il a fait 300 moins 4. Alors que ici, je l'utilise comme conteneur. Et c'est pour ça qu'il y a un problème. Parce que là, je suis en train de dire à l'interpréteur Python, Python, c'est bien, j'ai bien l'intention de l'appeler nombre-4. Et là, il me dit, pep, non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, on va mettre l'underscore, ça passe. Voilà. Donc là, alors, on va mettre l'underscore. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une erreur, c'est normal, parce que nombre, je l'utilise comme valeur et pas comme variable. Et on me dit, mais ça vient d'où? Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as affecté quelque part? Bah non, en fait. Donc, il faudrait que cette variable existe. Je peux lui donner ici une existence ultérieure, avant, effectivement. Et donc là, effectivement, ça fonctionne. Mais si elle n'existe pas avant en tant que L value, en tant que conteneur, si je l'appelle en tant que valeur, elle me dit, pep, moi, je ne comprends pas ce que tu fais. Donc là, du coup, pour rester dans notre logique, ça, donc attendez, ça vire, j'ai pas envie de la faire exister. Par contre, si je l'ai renommé là, il faut que je lui redonne, si je peux l'utiliser ici. Et là, du coup, on a réaffecté le problème et on est bon et ça va bien fonctionner. On a bien ici, donc du coup, 200 et nombre 4 et nombre et 300. On a bien, pardon, 200 et alors là, pourquoi on a 200? Parce que là, on a nombre 2, là, on a nombre 4, mais nombre 4, il est censé aussi ici être réaffecté pour que notre problème revienne comme il était avant. Voilà, 300 et 200. Allez, on continue. Donc, du coup, les nommages, c'est important. On ne peut pas mettre aussi de chiffres devant, etc. Donc, ça, c'est de la littérature. C'est pas compliqué. On ne peut pas utiliser d'espace, évidemment. Ils ne doivent pas commencer par un chiffre. Allez, ça se complique un peu. On continue. Vous êtes tous avec moi. Il est 32. On a encore 1 heure ensemble. On a fait déjà 2 défis. On va attaquer le 3e. Je vous synchronise avec moi. Faites-moi un petit oui sur le chat. Suivez, je vous poserai des questions et puis n'hésitez pas à répondre. Yep, merci David, c'est cool de répondre. Merci pour votre réactivité. Si pour certains c'est facile, est-ce que vous trouvez ça facile pour l'instant? Underscore, Christophe me dit underscore, yes. Underscore, ah oui, tu avais réécrit le underscore. Le underscore de Monsieur Dubuis. Underscore. Donc, ah oui, underscore. Ah, pardon, underscore égale point d'interrogation. Pardon, monsieur Dubuis, j'avais pas capté la question. Donc, le underscore, c'est la touche 8. C'est ce qu'on appelle le tiré du bas. Voilà pour la réponse. Et merci, Christophe, pour aussi la réponse. Ça s'écrit underscore. Super, merci. Donc, du coup, merci pour les réponses sur le chat. Allez, je vais aussi un petit peu vous interroger. Alors, du coup, calcul avec des variables. Dans le défi du A, tu as calculé le total de ta commande, donc 5 fois 11,99, avec une suite d'opérations suivantes. Ça, c'est un petit rappel.
Donc, tu peux les écrire sur une seule ligne. Okay, dans l'espace de programmation, on remplace les valeurs 11, 99 et 8 par des variables du nom bien choisi et fait le calcul. Donc ça, on peut le faire et je vais vous rajouter un niveau de difficulté. Donc, je vais le faire directement en reprenant le défi suivant. Donc là, je vais faire prix. Donc là, 11,99, c'était quoi déjà? 11,99, c'était 11,99, c'était tac, 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 c'était jeu. Et donc 5 jeux et 8, c'est manga. Donc prix jeu, donc je vais faire prix. Donc je l'appelle comme je veux, hein. Voilà, donc je suis déjà là. Donc prix jeu, donc je fais prix underscore, du coup, underscore jeu au singulier, donc est égal à 11,99. Bim, 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 bim. OK. Ensuite, je fais prix, je mets px, un underscore manga, OK, est égal à 8. OK, donc jusque-là, c'est bon. Et là, du coup, je vais refaire mon calcul en utilisant des variables. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici prix jeu. Alors, le prix, voilà, 8. Donc 8, c'est manga. OK, là, 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 et fait le calcul. Donc là, je vais faire prix total, px underscore total est égal, du coup, donc c'était 5 jeux, 5 multiplié par prix jeu, plus ici, prix underscore manga. C'est tout. Voilà, c'est ça les variables en Python. Hop, hop là. Donc là, je vais faire du coup print px total. J'enlève tout ça. OK. Donc là, je devrais avoir qu'un truc. Donc c'est parti. Et là, on a nos 67, 95. 67, 95. 67. Alors pourquoi 67, 95? 5 fois prix jeu plus prix manga. 5, 5, 5. 5 fois 67, ça me dit rien. 67, 95. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Pourquoi 67,95? Prix total égale 5 fois prix jeu. 55, 5 fois... Ah oui, ouais, si, ça fait ça. OK. Et tout à l'heure, on avait fait... Ah oui, non, pardon, je confonds avec le 5 fois 11,99. J'avais pas rajouté le 8. OK. Ah oui, tout à l'heure, on a fait 4 fois 11,99. Autant pour moi. Très bien. Donc là, j'ai prix total. Donc vous voyez, en fait, on a stocké les variables dans les variables. On a fait un calcul, on peut afficher le calcul. Ça va nous servir au moment où on va calculer, on va faire des returns à l'intérieur des fonctions. Ok, donc du coup, remplace... donc là, en fait, le vrai calcul, ça serait 4 finalement. Je vais faire 4 pour être cohérent. Hop là. Voilà, 55,96. Très bien. Donc le prix du jeu passe à 11,99, de 11,99 à 10. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser des variables, vous allez le comprendre. Regardez là, dans mes calculs. Partout où je change la valeur, je dois le faire partout. Imaginez que le prix du jeu passe de 11,99 à 10. Il faut que je change ici 10. Ici, il faut que je change 10. Ici, il faut que je change 10. Alors que si j'ai stocké ça dans une variable et que la variable elle est partout dans mes programmes, j'ai juste à changer ça une fois ici et je limite les erreurs. Évidemment, quand on est informaticien, on utilise très souvent les variables. On n'utilise pas de valeur en dur. C'est très rare, on ne le fait jamais. Donc voilà, évidemment, l'utilité d'utiliser des variables. Alors, utilise un programme précédent pour calculer le nouveau montant total. Donc on a fait notre programme et on a calculé le nouveau montant total. Voilà, donc ici, dans le calcul, utiliser une variable permet de ne pas refaire le programme à chaque fois qu'une grandeur change de valeur. Voilà, donc on a bouclé ici la partie A. On va faire A, B, C. On a partie A et la partie B, pardon. On va faire A, B, C et puis on va passer sur un exercice du programme dans la partie 2. Là, on est dans la partie 1. Alors, donc du coup, on va s'intéresser ici aux chaînes de caractères. Et si on ajoutait du texte? C'est ici donc le nom de la partie, comme vous pouvez le voir, de la partie C. Et si on ajoutait du texte? Et là, on va apprendre des choses. On va apprendre notamment le formatage, d'accord? Alors, ici, on va laisser tranquille ce petit programme. On va créer ici un autre module. Alors ici, c'est des choses qu'on va voir après. Ça, c'est le module lycée de EduPython. Je vais vous en parler à la fin. Et je vais créer ici, je vais créer un autre module. Voilà, je vais zoomer. Là.
on va gagner ici un peu. On va grignoter sur notre PDF. OK, on est bon là. Voilà, super. Et on est prêt. Donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de centrer ces choses-là. Voilà. Pour écrire un texte, on utilise une chaîne de caractères. Alors, des caractères rangés dans un ordre. Une chaîne de caractères se note entre guillemets ou apostrophes. Les variables sont définies par leur type, qu'on peut retrouver avec la fonction type. On va faire justement ici un petit test. Donc on va faire ici nombre est égal à 3 et on va faire car, voilà, car est égal à bonjour. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un print de type de nombre. Et ici, je vais faire un print de type de ici car. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence ce qu'on appelle le typage dynamique. C'est ce que je fais dans la première vidéo. Là, je refais un rappel rapide. Mais là, vous voyez que ici, le type, quand on dit le type, c'est la nature. Par exemple, le type, ça serait, si vous voulez, en mathématiques, l'ensemble auquel il appartient. Allez, on va dire que les entiers, ça appartient à n, les réels, ça appartient à r. Donc, on va dire que 3,2, son type, c'est un réel, et 3, son type, c'est un entier. Et en informatique, on gère aussi des chaînes de caractères. Bah, ils ont un type, c'est char. C'est str, on appelle ça string, ou char, ou car. Donc là, vous voyez que le type, ici, il est dynamiquement deviné en fonction de ce que j'ai affecté. C'est ça qui est génial en Python. Contrairement à un langage plus système, qui va utiliser un compilateur et qui va nous forcer à préciser le type. Il nous force à nous dire qu'est-ce que tu veux que ce soit comme type. En langage C, par exemple, on écrit comme ça, int nombre égale 3, ça veut dire que ça m'oblige à savoir que je veux manipuler un 3, un entier. Et donc, le typage, il est dynamiquement deviné. C'est-à-dire qu'il est deviné au moment où on va affecter la valeur. C'est pour ça qu'on dit que Python est un langage à typage dynamique. Et donc, du coup, ici, j'utilise une chaîne de caractères. Donc là, j'ai fait le print du type, mais je n'ai pas fait le print de la variable. Donc là, je fais le print de la variable. Là, je fais le print de la variable et on va retrouver 3 et évidemment, on va retrouver bonjour. OK. Donc là, jusque-là, c'est cool. Alors, je vais écrire ici 3.5. On va voir ce que ça donne. Là, on avait int. Là, on a float. Vous voyez, il arrive à deviner ce que c'est parce que j'ai mis 3.5. Allez, c'est parti. Donc, du coup, ici, pour afficher la phrase dite par le robot, on utilise la variable robot. Donc là, je vais utiliser la variable ici, hop là, robot. OK. Et je vais écrire ici, voilà, créons une chaîne de caractères. Très bien. Et je fais donc mon print robot. Et là, je devrais avoir une erreur. À votre avis, pourquoi? J'ai une erreur. Bah oui, pourquoi? Parce que j'ai écrit robot avec un R minuscule et là, robot avec un R majuscule. Donc là, les variables, elles doivent être identiques. On dit que c'est sensible à la casse. Donc c'est sensible aux majuscules, minuscules. Donc là, c'est bon, ça s'affiche jusque-là, pas de souci. Donc là, testez-le dans l'environnement, l'espace de programmation EvoLiquid. Il est 42 à 55, oui, voilà, à la moitié du webinaire. Je voulais vous faire une petite intro à votre espace de programmation pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos. Je vais vous dire où trouver les corrigés de tous les défis que je suis en train de faire avec vous. Donc du coup, l'espace de programmation, je vous en parlais. Donc là, que se passe-t-il si on oublie l'apostrophe à la fin de la chaîne? Donc là, si je fais ça, en fait, pour lui, la déclaration est caduque. Donc, quand on déclare une chaîne de caractères, il faut vraiment mettre les apostrophes au début et à la fin. Jusque-là, pas de souci. Voilà, insérer des guillemets et des apostrophes. Donc là, je vais enregistrer dans une variable robot2 la chaîne de caractères de l'encadré suivant. D'accord? Donc là, on va le voir. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème. Donc là, je vais écrire robot2.
Là, je vais écrire, du coup. Ouais, merci madame. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi. Et donc du coup, je vais écrire, je vais écrire, il est gênant d'être étourdi. Donc il y a pas mal de ponctuation là. Hop, hop là. Et là, je vais afficher robot 2. Robot 2. Hop là, hop, etc. Donc là, hop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, je l'ai bien mis. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit qu'on pouvait déclarer ici des chaînes de caractères, soit avec des guillemets, soit avec des apostrophes. Et là, vous vous rendez compte que lorsque vous utilisez des apostrophes, si vous avez ici une apostrophe au milieu de votre phrase, vous allez vous retrouver avec un problème. Donc, c'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est que les apostrophes, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas qu'il y ait d'apostrophe à l'intérieur. Voilà, donc la première passe, la première va passer, vous allez voir, hop. Donc là, je vais faire ça, et jusque là, on va voir, hop là, hop là, hop là. Donc là, il va me poser un problème là, c'est normal. La variable n'a pas été déclarée, donc c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, la première passe. Donc là, je vous l'ai fait tout à l'heure, entre guillemets, là, je vous l'ai fait en apostrophe. Et les apostrophes, vous pouvez aussi les utiliser, mais il ne faut pas qu'il y ait d'apostrophe dedans. C'est ce qu'on vient de faire ici. Mais je vous pose une autre question, du coup. Imaginez que quelque part dans des fichiers Python, vous avez quand même défini des chaînes de caractères avec des apostrophes, même si ce n'est pas conseillé. Et que du coup, il vous faut les retrouver dans des fichiers. En fait, il faut avoir simplement un réflexe, c'est que lorsque vous avez des apostrophes à l'intérieur de vos chaînes de caractères, il faut penser à y mettre un anti-slash. Ça s'appelle un caractère d'échappement pour forcer l'interprétation de l'apostrophe comme faisant partie de la chaîne de caractères. Et là, vous allez voir, hop là, on y arrive à afficher les deux. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Donc là, on va ouvrir une petite parenthèse de 4 minutes. Jusque-là, ça va, le son, on est bien. Petite question, aurait-on les mêmes résultats si on utilisait Anaconda et Spider? Alors oui, je vais en profiter pour répondre aux questions. Je vais vous montrer aussi l'outil. Je vais vous montrer aussi du coup les livres. Hein. Et donc du coup, Anaconda et Spider, c'est ce qu'on appelle, Monsieur Dubuis, c'est des IDE. Donc des IDE, c'est comme EduPython, ce sont des environnements de développement intégrés. Comme là, j'utilise là, ici, un IDE. Voilà, ça c'est un IDE. Ou donc un EDI en français, environnement de développement intégré, et en anglais, Integrated Development Environment. Et donc, il y en a beaucoup, ce sont des outils. Donc, en fait, si vous utilisez Spider, l'environnement va être différent. Moi, j'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est PyCharm, par exemple. Donc là, pour répondre à votre question, Monsieur Dubuis, effectivement, on aurait la même chose. C'est simplement un outil pour faire du Python. Et puis après, on peut aussi faire du Python sans IDE. On peut très bien faire du Python sans IDE. Là, je vais vous montrer PyCharm. Moi, j'aime beaucoup PyCharm. Mais pour mes formations avec les professeurs, j'utilise plutôt EduPython. Voilà, donc là, du coup, PyCharm, il est là. Voilà, donc là, ça va être du PyCharm. Je n'ai pas installé Spider Anaconda, mais ça aurait été la même chose. Gardez à l'esprit, Monsieur Dubuis, que c'est juste un outil. Regardez le point commun, c'est qu'ici on code, ici on a la structure de l'arborescence, et en bas on a le résultat qu'on appelle la console. Mais tout ça c'est bien expliqué dans, dans la vidéo 1. Alors Catherine, comment saisir l'anti-slash? Vous faites Alt-GR juste à droite de votre barre d'espace et Alt-GR 8. Voilà, je vous écris des anti-slash. Voilà, donc là, ici, Alt-GR 8. De rien, Catherine. Donc, du coup, les outils, il ne faut pas que ce soit des objets de frustration en vous disant « Oula, c'est un logiciel, il y a plein de fenêtres, où est-ce que je clique ?» Ça va être toujours la même chose. Regardez ce que j'ai utilisé, moi, c'est ici le petit play, là, en vert où il y a ma souris. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est ouvrir un fichier. Donc, je vais fichier, nouveau, j'ouvre un fichier, hop là, tac, un fichier quoi? Un fichier Python.
mon fichier Python, je lui donne un nom, je vais l'appeler test, je fais entrer, voilà, j'ai un fichier, blablabla, là, je peux coder. Quand je le code, quand je l'enregistre, CTRL S, je le mets où? Dans quel projet je le mets? Donc là, il s'est mis tout seul ici. Et quand j'exécute mon Python, bah là, on va faire print, je ne sais pas moi, 4 plus 5. Quand j'exécute mon code, à la fin, ça sort ici. Vous voyez, c'est ici que ça va sortir dans la console. Alors, hop là. Ah, bah, il me propose la mise à jour. Donc, c'est, vous pouvez me croire sur parole, c'est, ah oui, non, c'est même pas ça, c'est que là, il est sur devine le nombre. Donc ici, il faut que j'élise mon, je vais faire run test, hop là, et donc vous allez avoir la partie d'en bas qui, elle, va justement nous sortir le résultat de votre programme. Donc que ce soit sur Spider, Anaconda, vous allez avoir le même type de fonctionnement. Alors donc ici on est sur EduPython et en fait quelle est la différence entre EduPython et PyCharm? Ça va être quoi pour vous EduPython? Quel est l'intérêt d'utiliser EduPython? On va en prendre un ici. Vous allez voir, on va créer un petit jeu ensemble dès qu'on aura bien avancé là tout de suite là. On va coder un truc sympa. Ça va être par exemple devine un nombre entre 0 et 100, etc. Une fois qu'on aura fait les défis pour terminer. Donc la différence entre EduPython et, si quelqu'un a une réponse, entre EduPython et un PyCharm. Comment voir un fond blanc? Alors pour avoir un fond blanc, on va aller sur les paramétrages. Je le réserve en fin. Je vous le trouverai en fin dans les affichages. Affichage, mise en page, style, affichage, style. Vous allez avoir ici, vous prenez le Windows et après, vous allez avoir ici, option de l'éditeur, clic droit, option de l'éditeur. Ici, dans Color Theme, vous allez prendre ici Étivian. Vous allez prendre ici le style ici. Vous voyez là le style, ce que je fais. Et pour que ce soit en blanc, vous prenez Idle Highlight. Le 3, il est bien parce qu'il met mieux en gras les choses. Et là, si vous allez ailleurs, vous avez du noir, vous avez du dark, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, deux choses à faire. La première que je vous ai montrée, ce n'est pas la réponse à votre question. Ce que je vous ai montré là, c'est la police. Donc ça, c'est les styles. Vous allez ici, vous prenez Windows. Et puis là, vous faites un clic droit, vous allez sur Option de l'éditeur. Et vous allez dans Color Theme pour répondre à la question de Étienne Lyon. On continue. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez vu, important ce qu'on vient de dire, c'est très important. Là, on va rentrer vraiment un petit peu plus dans la technique. Le formatage dont je vous avais parlé au début du cours. Là, pardon, excusez-moi, j'avais dit que je vous allais faire une petite démo des contenus parce que c'est important. On me pose la question. Donc, du coup, regardez, je vais vous partager mon écran. Voilà, il est là. Il est là. Donc, voilà. Donc, vous voyez là, ici, on a conçu, donc avec Hachette, on a conçu tout un programme autour des livres. Alors, les livres, je vous les remontre. Voilà, les livres, tac, 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 formation Python, les livres, ils sont. Alors, attendez, je ne vais pas vous montrer. Voilà, webinaire Python, voilà. Donc ça, c'est les livres que vous allez retrouver qui vont ressembler à ça. Ils vont être en haut. Voilà, qui vont être là. Donc, vous voyez, vous allez avoir les livres. Donc là, je suis en train de feuilleter le livre avec le PDF que je vous ai montré. Ça, c'est le livre que je suis en train de feuilleter avec vous. Donc, voilà les livres. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a couplés, les livres, à une plateforme en vidéo. Donc là, quand vous allez sur la plateforme en vidéo, qui va être là, je l'avais il y a 2 secondes, allez là, vous allez avoir ici les parties du livre qu'on a reconduit fidèlement. Donc il y a une partie 1, une partie 2, une partie 3, une partie 4. Et ce que je suis en train de faire avec vous en webinaire, c'est que je suis en train de dérouler la partie 1. Donc le webinaire 1, ça va être A, B, C, et je pense qu'aujourd'hui on va faire D. Ensuite, je vais aller piocher un exercice dans la partie 2 qui est là, le programme de mathématiques, statistique à une variable, probabilité, problème du premier degré, notion de fonction, etc. Donc je vais prendre un exercice. La partie 1, donc là c'est toute la théorie, tout ça, c'est accessible gratuitement et vous avez toutes les corrections en vidéo. Donc, si je vais dans la partie 1 ici, voilà, donc je prends une page au hasard, vous allez récupérer, regardez, le défi que vous voyez bien. Vous avez un espace de programmation. C'est pour ça que tout à l'heure, vous pouviez lire ici
dans l'espace de programmation Evoluliquid. Teste-le dans l'espace de programmation Evoluliquid. Donc là, vous pouvez coder. Donc si on fait print 4 et qu'on fait run, vous pouvez coder dans la page. Vous voyez, c'est ça qui est génial. Donc vous pouvez commencer sans... Et si vous allez avoir une vidéo, alors j'ai peut-être pas intégré le son de l'ordinateur, c'est pas grave. Vous pouvez intégrer ici une vidéo. Donc là où je vous commande toutes les solutions. Vous allez avoir aussi dans la partie 2 la même chose. Alors tout n'est pas corrigé dans la partie 2, mais vous allez avoir à chaque fois une quinzaine d'exercices et des quiz. Et vous allez avoir ici des exercices qui vont être aussi corrigés. Donc là, je vous mets le lien de l'accès à ceci. Peut-être que Thomas va pouvoir le mettre. C'est l'accès à l'inscription gratuite à la plateforme qu'on a mis à disposition dans un travail formidable de création de contenu à la fois sur le livre et sur la plateforme en vidéo. C'est un travail qui nous a pris toute l'année dernière et qu'on met ici gratuitement à disposition des professeurs sur la plateforme Evoluliquid. Donc voilà, donc du coup, tout ce que je fais là, le webinaire est enregistré, mais vous allez aussi avoir accès à la plateforme à toutes les corrigées de la partie 1. On arrive dans le vif du sujet. Imaginez que vous êtes en train de coder un jeu et que du coup, vous voulez afficher le score du participant. On est d'accord que vous ne connaissez pas le score du participant tant qu'il n'a pas terminé la partie. On est bien d'accord avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez savoir attendre que la partie termine et stocker le score dans une variable. Cette variable, elle va contenir un nombre réel ou un nombre entier. Si c'est un nombre de points entier, ça va être, voilà, votre score est de 10 997. Et si c'est un nombre à virgule, eh bien, ça sera un nombre à virgule dans cette même variable. Mais vous n'allez pas afficher 10 997. Il faut mettre ça avec une phrase, sinon c'est pas joli. D'accord? Oui, Monsieur Dubuis, Thomas va mettre le lien, sinon je le mettrai avant la fin du webinaire. Donc du coup, si vous voulez afficher « Bravo, ton score est de 10 980 », vous devez pouvoir faire avoir préparé la phrase « Bravo, ton score est de » et après pouvoir injecter la variable dans la phrase. C'est ça qu'on appelle un formatage. Voilà. Donc là, regardez, on a une petite blague sympa. Observez le programme ci-dessous. Que va-t-il afficher? Texte de la blague. Merci Thomas. Donc là, on va avoir ici notre petite blague pourcentage. Donc, alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure c'est quoi. Donc, pourcentage S, de points, outils pour trouver les hubs dans le noir. Ça, c'était un stagiaire de 3e qui nous a proposé la phrase l'année dernière. Si vous avez regardé les stories sur Insta d'Evoluliquid, vous voyez, il y en a 3 stagiaires en 3e, ils sont marrants. Et ils nous ont proposé cette blague. Cette blague donc, dans le livre. Donc là, vous voyez, la blague, je rigole déjà. Franchement, elle est sympa, la blague. Donc, corps est égal à genou, genou. Donc, retenez la problématique que je vous ai proposée. Donc, imaginez, vous créez un jeu, ok, et vous voulez afficher le score. On est d'accord que le score, vous ne pouvez pas le connaître tant que vous n'avez pas vu la fin du jeu. Alors ici, j'ai mis 2 S, on va là, 2, hop là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Flèche du haut, il n'a pas pris flèche du bas, flèche du haut. Ah oui, ouais, ok. Donc là, on va mettre tibia. Tibia. Bim, bam, boum. Et voilà. Et là, on va faire le print. Donc, regardez le truc. J'écris, après je vous explique. Donc là, j'écris texte underscore blague. Texte underscore. Donc, underscore blague. Est égal, texte underscore blague est égal à... pourquoi? Ouais, je vais expliquer Dubuis. Je crois que le partage d'écran n'est pas top, on voit pas ce que vous écrivez. Ok, ouais, j'ai oublié de zoomer, c'est normal. Est-ce que c'est mieux comme ça, Véronique? C'est mieux comme ça, Véronique? Ah, super, merci.
Très bien. Oh, ouais, j'avais juste oublié de zoomer, Véronique. Donc là, Monsieur Dubuis me dit pourquoi pourcentage S. Ben, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors tout ça, regardez, tout ça, c'est une chaîne de caractères. Mais rappelez-vous ce que j'ai fait juste avant. Les chaînes de caractères, je l'avais stocké dans une variable. Donc je vais la stocker dans une variable. On va l'appeler ici texte underscore blague, qui d'ailleurs est donné dans l'énoncé de l'exercice. Il y a marqué observe le programme ci-dessous, il y a marqué texte underscore blague égale. Donc là, comme j'ai zoomé, on ne voit pas toute la phrase, mais c'est pas grave. D'ailleurs, comme j'ai zoomé et qu'on ne voit pas toute la phrase, moi j'ai envie d'aller à la ligne, parce que ça m'embête en fait. Ah, mais quand je vais à la ligne, du coup, il le prend plus. Il est repassé en noir. Il y a une technique pour ça. C'est qu'au lieu de mettre un apostrophe, on en met 3. Et voilà. Et là, en fait, on peut librement aller à la ligne. Vous voyez, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut connaître. Donc là, du coup, on écrit texte blague pourcent, donc pourcent, partie, underscore, corps 1. Et là, Monsieur Dubuis, soyez vigilant, on va répondre à votre question. Attention, attention, roulement de tambour. La régie, s'il vous plaît, roulement de tambour. Ok, vous avez entendu le roulement de tambour? Voilà le résultat. Donc du coup, ok, ici, on est là. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé ma fenêtre. Donc là, je la remets, pas de panique. Donc je vais remonter mon zoom. Alors ça c'est un bug connu sur EduPython. C'est que quand vous bougez la hauteur de la console, vous avez une élagation comme ça. Il suffit de, ici, quitter, enfin pas quitter, mais réduire EduPython et de le remettre. Quand vous réduisez EduPython, que vous le remettez, vous forcez la fenêtre à se rafraîchir et à reconstruire la chose. Donc là, regardez ce qui se passe. Genou, 2 points. Alors tout ça, on va faire comme tout à l'heure. On le sélectionne, on fait clic droit. On va sur code source et on va faire tac, tac, attacher le commentaire pour pas qu'il m'affiche ce que j'ai fait avant parce que l'exercice, on vient de le faire. Allez, je relance mon programme et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, Monsieur Dubuis, est-ce que vous pouvez me dire ou est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez vous-même répondre à votre question? Vous avez dit pourquoi pourcentage S au départ? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que les autres ont compris? Vous pouvez me dire oui ou non. Si en fonction du nombre de noms, je vais expliquer. Et même s'il y a un seul nom, je vais expliquer. Donc non pour du oui. Les autres, vous n'avez pas compris. OK. Oui, donc Christophe a compris. Les autres, dites-moi, de toute façon, je vais l'expliquer. S'il y a au moins un nom, j'explique. Et donc là, on vient de faire ce qu'on appelle un formatage. Non? Allez, on va faire comme en classe. Allez, on participe, s'il vous plaît. OK. Merci Catherine, merci Driss, merci Delphine. Merci qui, du coup? OK. Allez, une dernière. Allez, merci. OK, allez, c'est bon, je vous explique. Donc, du coup, oui, mais c'est pas grave. Donc, du coup, c'est important de comprendre ce qui vient de se passer. Et ce qu'on appelle donc du coup le formatage. On va expliquer ça. Est-ce que vous aviez compris la problématique du jeu? On est d'accord que lorsque vous vouliez afficher le nombre de points, il faut attendre que la partie se termine. Il faut stocker le nombre de points dans une variable. On l'a vu tout à l'heure avec prix livre. Donc là, il va y avoir nombre de points égale. OK. Et donc après, vous avez une phrase. Bravo, ton score est de. Eh bien, en fait, imaginez que on veuille afficher bravo, ton score est de. On va indiquer au programme avec pourcentage S l'endroit où on veut qu'il remplace la variable. Et donc, regardez ce qu'on fait. Texte blague, pourcent, et pas, ne confondez pas pourcentage S et pourcent. Texte blague, pourcent partie corps 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette phrase pourcent, je te mets en relation avec la variable pour que tu cherches le pourcentage S pour te remplacer. Je recommence. Dans texte blague, je sais que j'ai mis un pourcentage S et ce pourcentage S va être remplacé par partie corps 1
qui s'appelle genou. Et à la fin, vous voyez bien qu'il y a marqué ici, regardez, il y a bien marqué ici, genou, 2 points. Donc là, vous voyez bien, genou, espace, 2 points, espace, outils pour trouver les meubles dans le noir. Donc genou, espace, 2 points, espace, outils pour trouver les meubles dans le noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que genou, qui est dans la variable partie corps 1, qui est ici dans le print, parce que finalement ce que vous voyez là c'est un print, eh bien il est rentré dans la variable texte blague et il a pris la place où il y avait un %S. Donc du coup, Dubuis et les autres, Delphine, Driss, tous ceux qui ont dit non, un formatage, ça consiste en fait à pouvoir remplacer une valeur dans une phrase, dans une chaîne de caractères. Donc du coup, maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais écrire score, on va mettre ici score est égal à 10 980, par exemple, et je vais mettre ici phrase underscore score, la phrase du score, donc égal. Et je vais mettre bravo, ton score est de, et là, de quoi? De %S. Parce que c'est ici que j'ai besoin de mettre le nombre. Et là, je vais faire print. Donc, print, ça met en relation phrase underscore score. Alors, mettre en relation, c'est %. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre %S et %. Et score. Je mets en relation les deux. Et juste en faisant ça, Python, il va comprendre que ici, il faut mettre en relation le deuxième avec le premier. Donc, dans la phrase score, il faut introduire la variable %. Alors, c'est parti. On y va. Et là, regardez, ici, bravo, ton score est de 10 080. Et là, vous voyez, j'ai mis 2 espaces. Donc, je vais enlever un espace. Et ici, vous voyez, là, j'ai 2 espaces là. Ben, on va voir s'il a bien fait ce qu'on voulait. Et là, vous voyez, j'ai bien qu'un espace. Voilà. Donc, ça, c'est important. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'on dit? Non. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que, du coup, c'est plus clair pour vous? Et ça, ce qu'on a fait ce soir, on ne voit pas la saisie, pardon. Alors, on va mettre la saisie ici. Voilà, la saisie, elle est là. Quand vous disiez on ne voit pas la saisie du buis, vous parliez de ça? Est-ce que c'est de ça dont vous parliez? Et est-ce que du coup les autres ont compris là, ce qu'est le formatage? 19h06, on est bon, on est bon, on est bon. On va continuer, on a bien avancé. Ok, super, très bien, bravo, bravo à tous. Déjà aussi bravo pour être là un mercredi soir à 19h, bravo à vous, c'est bien, c'est super, c'est magnifique. Donc on continue. Est-ce que tout ce que je vous ai présenté, est-ce que c'est clair? Encore une fois, si c'est la première fois que vous découvrez EduPython, pas de panique. J'ai fait 2 vidéos dessus, je vais vous les remontrer. Tac, 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 bim, bam, boum, je vais vous trouver ça. Rapide. Bim, il est où? J'ai beaucoup d'onglets, excusez-moi. Voilà, il est là. Voilà. Hop là, voilà, il est là. Donc ça, si c'est la première fois donc, que vous utilisez EduPython ce soir, ne soyez pas surpris. Donc dans le webinaire 1 de l'année dernière, je montre la différence entre EduPython et le terminal. Dans le webinaire 1 de cette année, j'explique bien en long en large comment utiliser EduPython. Et dans l'intro de cette page ici, donc là, il y a pour télécharger EduPython et le tuto de démarrage, cliquez ici. D'accord? Donc là, vous avez tout ici. Je vous le remets encore dans le chat. Il était déjà passé. Ok, super. Si c'est clair, on continue. Merci Bertrand. Ok. On continue. Donc c'est cool parce que on a un webinaire. Je suis très content parce que on est guidé par du contenu, par des exos. Et puis ça passe, on est guidé, on n'a pas besoin de créer du contenu ou de créer des exercices au fur et à mesure. Et à la fin, je vous propose un petit jeu, le jeu classique, c'est devine un nombre entre 0 et 100. Et puis voilà, et puis là, il est 19h08, on va jusqu'à 15 pour terminer ça, et on va passer sur un exo pratique. On va voir lequel on fait. Allez, le dernier ici, avant de passer sur le D, ça, on va faire la moitié du D ce soir. On était censé faire ABC et on laisse le reste pour le webinaire 2. Donc, on va aller ce soir. Alors, voilà, donc la petite blague
de nos élèves de 3e. On complète, voilà, compléter le message suivant. Donc là, regardez, on continue ce défi-là. Si je fais ici partie du corps 2, eh bien, j'ai juste à changer juste ça ici. Et ma blague, j'ai mis à jour ma blague. Tibia, outil pour trouver les meubles dans le noir. C'est vrai, hein, qui ne s'est pas déjà coincé, taper le tibia ou le genou dans un meuble le soir en allant chercher un verre d'eau. Si ce n'est pas le dernier petit doigt de pied. Ça fait super mal. Donc du coup, testez ça dans l'espace de programmation. Je vous ai montré ce que c'était. Vous avez vu que Thomas a envoyé le lien. On a fait le 2. Alors, observe le programme ci-dessous. Que va-t-il afficher? On va aller un petit peu plus loin. Hein, parce que même s'il y a des blagues qu'on affiche, ben on ne blague pas en fait. Alors, donc du coup, j'espère que vous ne blaguez pas aussi. Et donc, du coup, on va faire que dit 1% S à 1% S. Donc là, vous voyez, ça ne blague pas. C'est effectivement, attention, on est dans le... On est dans le niveau avancé. Bon, allez, jolie ceinture. J'espère que vous allez comprendre la blague. Alors là, il y a des petits conflits là. Hein. On ne sait pas trop. Là, c'est du noir. Là, le point d'interrogation, il est en rouge. Là, c'est du vert. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, bah, c'est tout simple. Hein. En fait, j'ai mis ici ma guillemets ici. Donc voilà, tout est en vert, c'est bon. OK. Donc maintenant, voilà, print. Regardez ça. Print. Donc j'écris print de blague. Rappelez-vous comment on met en relation la variable avec la valeur à formater. Avec 1%. Et là, je mets un tuple, 0,8. Oula, il a dit tuple. C'est quoi tuple? Pourquoi il a dit ça? Non, pas de panique, on va apprendre ce que c'est. Donc, du coup, regardez, là, j'ai 2% à changer. Et les pourcents, je lui indique avec parenthèse et je mets les valeurs au fur et à mesure. Et là, que dit un 0 à un 8? Jolie ceinture. Qui ne rigole pas derrière son écran? Franchement, la blague, franchement. Sincèrement, elle est bien la blague. Elle est magnifique. Que dit un 0 à un 8? Jolie ceinture. Je suis satisfait de cette blague. Donc du coup, on continue. Pour éviter d'avoir à écrire 10 fois un ou plusieurs caractères, on utilise la multiplication appliquée à une chaîne de caractères. Donc vous avez vu, là, je suis dans un mémo. On continue. Donc pour éviter d'avoir à écrire 10 fois 1 ou plus une chaîne de caractères, on utilise la multiplication appliquée à une chaîne de caractères. Ça, il faut savoir, on peut le faire. On peut faire ça. Donc si je fais 10 multiplié par une chaîne de caractères, vous voyez là, eh bien là, j'ai écrit 10 fois 1. Donc ça, c'est cool quand on veut faire des dessins. Donc j'écris 10 fois étoile, par exemple. Voilà. Donc je sais pas, on va se faire un petit truc sympa. On va faire ça. Ah, donc là, je vais écrire 9, 8, 7, 6, voilà, 5, voilà, 4, 3, 2. On va s'arrêter là et on va se faire un petit triangle. Voilà. Donc là, vous voyez le triangle. Bon, bah, c'est joli. Je vais dézoomer. Voilà. Donc on a juste affiché ce triangle-là. Alors ça, évidemment, imaginez qu'il y en ait 100. Je ne vais pas m'amuser à écrire 100 fois print. Je vais utiliser une boucle. Mais bon, ce n'est pas au programme ce soir. On fera ça au webinaire 2. Donc là, du coup, OK, bah, on a fait ça. Il faut savoir que ça peut se multiplier. Alors ensuite, un petit mémo. Pour enregistrer une valeur saisie au clavier par l'utilisateur, on utilise la fonction input. Et c'est pour ça, alors ça c'est super important, c'est très très intéressant. Elle conserve, et là vous allez voir la puissance d'EduPython. Franchement, le taf qu'ils ont fait, l'Académie d'Amiens, en créant EduPython, franchement c'est cool. Et vous allez voir, je vais vous le démontrer ce soir, c'est vraiment intéressant, c'est bien de le savoir quand vous utilisez EduPython, pourquoi vous utiliseriez EduPython plutôt que Spider ou plutôt que PyCharm par exemple. Vous allez le comprendre dans quelques minutes. Donc du coup, j'enlève ça. Ok, donc là,
j'ai un petit souci avec le scroll bas, là, je vais l'enlever, ça. Bim, 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 bim. Voilà. Ok, donc là, lorsque je joue à un jeu, j'ai envie de dire du coup à un participant, j'ai envie de lui dire d'entrer une valeur au clavier. Vous voyez, c'est plus cool si je lui demande ça. Donc là, dans le défi, voilà, code un formulaire de saisie d'information. Vous allez comprendre. Donc là, je vais écrire âge égale, donc float, ok, de input de quel est ton âge. Pour l'instant, je vous dis rien, vous allez comprendre. Ok. Float de input de quel est ton âge. Ok. Et là, on vient d'apprendre le formatage ensemble. Ce soir, hein, vous êtes témoins, vous êtes tous là, on vient d'apprendre le formatage. Donc, on va l'utiliser. Ton âge est de pourcentage S en. OK? Et là, ton âge est de pourcentage S en. OK, bon. Là, j'ai juste écrit ça. Ton âge est de pourcentage S en. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais appuyer là-dessus. Et là, regardez ce qui se passe là. Vous voyez la petite box? C'est une box qui va me demander mon âge. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la fonction input. Input. Input, ça veut dire qu'on va recevoir une donnée en entrée. Donc là, je vais écrire mon âge, 13,5. Et là, il me dit, ton âge est de pourcentage S. Ton âge est de pourcentage S en. Donc là, j'ai bien rentré 13,5. Mais là, du coup, je n'ai pas fait la relation avec âge. Donc, il n'a pas injecté âge dans pourcentage S. Donc là, je refais. Donc là, je vais mettre 13,8. Et là, regardez, ton âge est de 13,8 ans. Là, il l'a injecté. Alors que tout à l'heure, ici, il ne l'avait pas injecté parce que je n'avais pas fait la relation de formatage. OK. Et donc là, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en fait un formulaire. Et donc là, dans l'espace de programmation d'Evoluliquid, programme un formulaire qui te demande et affiche le nom, le prénom et l'âge de l'utilisateur. Voilà. Là, ici, comment multiplier une chaîne de caractères? Comment faire pour que ton texte s'affiche toujours après 25 caractères? Donc là, comment on fait pour en commencer ici? Donc là, on va multiplier, comme on l'a fait ici, mais on va multiplier en fait, un espace. Voilà. Et donc là, on demande dans cet exercice d'écrire cette lettre-là en respectant tout ça. Un super exercice. Et voilà, donc on va s'arrêter là sur la partie entrée en matière à la pratique. Il est 19h17, il reste 13 minutes, on va faire un autre exo. Je vais vous montrer avant ça l'utilité de EduPython et du module en fait lycée. Et en même temps, je vais vous du coup teaser la suite des webinaires. Aujourd'hui, on n'a pas vu les modules. On a codé et vous voyez tout en haut, il n'y a pas marqué ce mot-là, import. Ne faites pas attention à import. On peut importer ici, par exemple, un module. Je vais prendre le module maths pour utiliser des fonctions, comme la fonction sqrt, qui est une fonction, par exemple, racine carrée. Voilà. Je ne peux pas utiliser racine carrée si je n'ai pas fait import math. Donc les modules servent à vous apporter des fonctions, d'accord? En fait, le input, je n'ai pas besoin d'importer quelque chose pour utiliser input parce que c'est natif. Mais sur EduPython, vous avez un module qui est très important, qui est le module lycée. Dans ce module lycée, ils vont en fait ici vous proposer ici une fonction qui est dans le module lycée qui a été créé par l'Académie d'Amiens, qui est la fonction demande et non pas input. Alors le but, c'est pas de ne pas faire de l'anglais, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ici, lorsque vous faites demande, il va se débrouiller pour reconnaître ce que vous avez entré. Donc là, lorsque, ici, regardez, je vais ici exécuter le module 2,
je vais ici avoir entier demande, je vais écrire ici 3, je vais écrire 2. Et là, vous voyez qu'il me dit que c'est de la classe int. Si je reviens sur mon module, ici dans float, là, si j'avais utilisé que input tout seul, vous voyez là, ici, si j'avais utilisé que input tout seul, et si je fais un print du type âge, ici, donc je recommence et je vais écrire 13.5. Donc là, je vais écrire 13.5. Ici, vous voyez que en fait, âge n'a pas pour type le float 13.5, c'est un nombre à virgule. En fait, âge a pour, ici, type une chaîne de caractères, parce que input, lorsque l'on va sur Internet et que l'on cherche ici la fonction input Python, hein, fonction input Python, vous allez voir ici que la fonction input, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai pris le premier site qui arrivait. En fait, elle va ici, elle va vous renvoyer une chaîne de caractères. Voilà, ici, entrer une variable. Donc, vous voyez, vous avez input, il retourne ça. Et ici, alors je vais peut-être pas prendre ce site-là. Ne soyez pas étonnés d'aller souvent sur Google pour rechercher des informations. Ça fait partie du job de développeur. Et là, ce que je vous montre là, c'est vraiment classique. Donc là, on va sur Google. En général, on n'ouvre pas les liens. On fait clic droit, ouvrir sur un onglet parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir la réponse tout de suite. Donc là, voilà, ici, on regarde rapidement, on voit si... Bon, moi, je suis habitué, donc je vois tout de suite si c'est ce que je recherche. Là, je vois pas trop. Voilà, donc ici, le développeur a souvent besoin d'interagir avec l'utilisateur, soit pour obtenir des données, soit pour obtenir un résultat quelconque. La plupart des programmes utilisent aujourd'hui une boîte de dialogue, donc on a utilisé input. Et là, input, on va essayer de le trouver. Voilà, cette fonction prend d'abord en entrée l'utilisateur, puis évalue l'expression, ce qui signifie que Python identifie automatiquement si l'utilisateur a entré une chaîne de caractères. Et là, on va avoir ici, ce qui va m'intéresser, c'est le retour de la fonction input. Pareil, je ne l'ai pas là. Et là, variable, texte. La fonction, la variable de retour. Donc, propose à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Et là, la return value, texte, ça va être ça. Texte optionnel, alors non, texte à afficher, pardon, appel de la fonction, remarque la fonction, voilà. Et donc là, la fonction lit la ligne sur l'entrée standard. Donc la ligne sur l'entrée standard, c'est ce que vous allez entrer au clavier, on appelle ça l'entrée standard, à la suite de texte, s'il est présent, et la convertit en chaîne. Vous voyez, en chaîne de caractères. Et donc, du coup, ici, lorsque j'ai entré ici 13,5, il a converti en chaîne de caractères et il a rentré dans âge. Et comme je ne veux pas utiliser une chaîne de caractères parce que je m'apprête à manipuler un âge, j'ai été obligé de convertir la chaîne de caractères en réel. Et j'ai dû prendre du coup, tout ça c'est la chaîne de caractères, et je l'ai converti en réel. Et donc du coup, le module lycée, avec la fonction demande, vous va vous permettre d'éviter ce qu'on appelle les conversions. Donc là, si je mets ici 13.5, vous allez voir que c'est un float, directement avec la fonction demande. Et si je mets ici, non pas 13.5, mais 13, il va me dire que c'est un int. Ça veut dire que juste avec une fonction, il arrive à se dire, ah tiens, il a fait ça, du coup, je vais dire que c'est ça. Il a fait ça, je vais dire que c'est ça. Voilà, donc on est sur la fin. On va aller faire un tour sur le 2, il nous reste 7 minutes. On va commencer un exo. Voilà, on va aller sur la page 26.
On va prendre, non, on va aller plus loin, plutôt dans les 43. Voilà, 43, voilà. Donc là, 43, on est sur quoi? Statistique et une variable. Donc voilà. Là, on est sur la partie 2 du livre. Donc je vous rappelle en fait que sur le livre, hein, vous avez la partie 1 qui est entièrement corrigée en vidéo et la partie 2. Donc sur la partie 2 ici, on est sur statistique à une variable. Et ce qui est corrigé dans la partie 2, c'est qu'est-ce que c'est? C'est ici l'objectif projet. Pourquoi l'objectif projet? Parce que on a innové jusqu'au bout. Et ce que vous pourrez faire avec vos élèves, vous allez voir, c'est génial. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'on vous a apporté dans la partie 3 et la partie 4 la possibilité de créer un projet. J'arrive sur mon exercice. Voilà, donc je reviens ici. Voilà. Donc là, on a fait les A, B, C, D de la partie 1. On va faire un exercice de la partie 2. Donc on va faire celui-là, par exemple. Et en fait, vous avez vu que l'exercice 1, c'est un exercice projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez différents exercices projets que j'ai disséminés dans le programme. Et si vous faites chaque exercice projet, vous pouvez faire le projet de la partie 3 avec vos élèves. C'est la création d'un jeu. Et vous pouvez même participer à un concours tous ensemble en classe et en faisant une vidéo de votre projet. Donc ça peut être un selfie d'un élève qui explique ou de la classe, etc. Donc on vous a empoweré, on vous a donné les outils pour pouvoir concrétiser, aller plus loin dans la joie et la bonne humeur dans la création d'un projet. Et alors vous avez des accès professeurs et des accès élèves. Les professeurs ont les corrigés du projet, évidemment. Voilà, donc là, on revient ici. On va aller sur le 2. Donc sur le 2, vous allez avoir ici, DD importe ce module et teste la fonction suivante. Donc c'est bien, on va commencer un petit peu à voir les imports ensemble. On est à la page ici 40. OK. Du coup, on va le faire. Donc DD importe ce module et teste la fonction suivante. Donc DD est joueur. Pour générer des nombres aléatoires en Python, il utilise le module Python random. OK. Donc là, on va revenir sur un format 50-50 de l'écran. OK. OK, on va se mettre là. Il nous reste 4 minutes, vous allez voir. On va pouvoir commencer l'exercice. Hop là, on va peut-être dépasser d'1 ou 2 minutes, mais ça va être, on sera dans les temps. Donc on va créer encore un fichier, hop, 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 et on va faire ce que dit DD. On va faire import random, et on va faire print. On va faire print. Alors, print, je vais zoomer, hop là, et on va faire print de random.randint rand, donc du coup rand int de 1,6. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc là on va faire ça. Et là, regardez ce qu'il fait, il affiche 6. Mais je le relance. 6, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 2. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait en fait? En fait, il affiche un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc il y a un module pour ça et il y a une fonction pour ça. D'accord? Alors, il teste plusieurs fois d'affilée cette fonction. Que constate-t-il? C'est ce que je viens de faire devant vous. Je l'ai lancé plusieurs fois et donc, en fait, vous la lancez une fois et après, vous la lancez plusieurs fois. Donc, vous voyez, pour un élève, on lui dit de lancer, il le fait. On lui dit de le faire plusieurs fois, etc. À ton avis, que va-t-il obtenir avec le programme suivant? Donc là, import random. Donc, on va classer ça. Valeur, donc valeur est égale à crochet. Alors, valeur est égale à crochet. Là, vous dites, mais pourquoi il utilise des crochets? C'est quoi ce truc, etc. Alors, c'est normal parce que là, je suis dans la partie 2. Dans la partie 2, je suis dans le programme excusez-moi, parce que je fais deux choses en même temps. Je suis dans le programme de mathématiques.
je vais trouver mes mots. Et donc, du coup, dans le programme de mathématiques, on ne suit plus la partie 1, on utilise toutes les notions de la partie 1. Donc, c'est normal qu'il y ait des notions un petit peu plus avancées. Et c'est pour vous donner aussi un aperçu en fait de ce qu'on va faire après. Donc, random rand int, voilà, super, bim bam boum. Et là, on va faire print valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que j'allais l'appeler 6 fois et que j'allais afficher les 6 valeurs au lieu de appeler ma fonction à la main 6 fois. Vous voyez, c'est plus pratique de faire ça. Bim, voilà. Est-ce que vous avez compris là le principe de ce petit for? Et là, qu'est-ce que j'ai là? Regardez, j'ai appelé 10 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai des valeurs aléatoires. Et là c'est parti. Hein. Là, ça y est, c'est super. On peut faire des algorithmes de Galton, des lois de Bernoulli et compagnie. Hein. Voilà, exécute le code de DD. Quelle est l'étendue de la série que tu obtiens? Quelle est l'étendue maximale? Donc là, après, il y a des fonctions hein, pour calculer l'étendue et tout ça. Bon, l'étendue maximale possible, elle est de 5, donc c'est n-1, si je ne me trompe pas. Et puis ici, le minimum, là, c'est 1, on est allé jusqu'à 6. Et puis voilà, donc il est 29, 30, je vous avais dit, hein, je vous ai dit que ça allait passer. Et bien voilà, je vous retrouve du coup ici, il est pile poil, on est complètement dans les temps. Je vous partage le webinaire pour récapituler. On fait notre petite descente. Donc de ce qu'on avait prévu, je prends la page achète avec les promesses, pardon, le programme. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on avait prévu du coup réalisation de défis thématiques, résolution d'exercices de la partie 2 du cahier. On a fait la partie 1, on a fait la partie 2. Le webinaire 2, donc c'était quoi le but? C'était ABC, on a fait ABCD, on a débuté en Python. On a vu les éléments indispensables pour comprendre et pratiquer Python. On a fait, je récapitule, les calculs, les variables de type string, le formatage. On a vu comment intégrer un volume. On a parlé des du Python. Je vous ai donné tous les liens pour vous former du coup sur cette partie 1. Je vous ai rappelé les ressources. Vous avez aussi les QCM. Donc du coup, on termine ce webinaire. Je vais donner la parole à Thomas. Et je vous remercie ce soir pour votre présence. Et j'espère que ce soir, vous avez appris des choses. Voilà Thomas, je te donne la parole. Merci beaucoup, Rabat, pour ce webinaire. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez approfondi vos connaissances sur Python. Ce webinaire sera disponible en replay sur la plateforme Evoluliquid et également sur la chaîne YouTube d'Hachette Technique. Et au nom de toute l'équipe d'Hachette Technique, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve avec plaisir en 2022 avec le prochain webinaire et plein de nouveautés. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne fête. Merci Au Thomas. revoir. Merci. Au revoir. Oui, tout à fait. Je suis Très prêt. bien. Flèche du haut. Il n'y a pas pris. Participants. Et on va commencer.